Salut à tous les costauds, bienvenue donc sur la TV des artisans. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez complexe. On va parler de droit social, on va parler du recrutement et donc tous les bons réflexes à avoir pour pouvoir recruter sereinement un employé dans l'entreprise. Alors je suis en compagnie de Florence qui est donc la responsable du cabinet PayRH qui est sur Montpellier et qui va se présenter rapidement et qui va nous expliquer un petit peu plus en détail tout ce que l'on doit faire concernant les obligations sur le recrutement. Merci. PRH est une société en fait de paye et de ressources humaines qui accompagne les entreprises dans la gestion et les ressources humaines, du recrutement, en passant par la réalisation des payes et des bulletins de paye, jusqu'à la sortie du salarié, et qui accompagne les entreprises dans tous leurs besoins RH et tous leurs besoins de conseil en ressources humaines. Parfait. Donc on va commencer par le début. Quelles sont les obligations donc quand je décide de recruter quelqu'un ? Quand vous décidez de recruter quelqu'un, on va devoir effectuer ce qu'on appelle la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche. Cette déclaration préalable à l'embauche se fait sur des sites internet qui sont soit le site de Net Entreprise, soit sur le site URSSAF, soit éventuellement sur le logiciel métier dont dispose l'entreprise. Et à partir de là, cette déclaration préalable à l'embauche doit être faite dans les 8 jours préalablement à l'embauche, au plus tôt ou au plus tard au moment de l'embauche, et une copie de cette déclaration doit être remise au salarié. Bon, ça a l'air assez complexe. Si je ne fais pas toutes mes obligations de recrutement, par exemple, j'oublie d'envoyer mon salarié en visite médicale ou j'oublie de faire une déclaration à l'URSSAF, qu'est-ce que je risque ? Alors, déjà, au niveau de la déclaration préalable à l'embauche, si vous oubliez de faire cette déclaration préalable à l'embauche, vous risquez ce qu'on appelle une amende de type administratif. Et cette amende administrative représente un montant qu'on appelle de 300 fois le minimum garanti, ce qui représente à peu près 1 095 €, et également une amende pénale qui est de 7 500 € pour une personne morale et 1 500 € pour une personne physique. Mais vous avez raison, il faut également faire aussi une visite médicale. Le risque, si vous ne faites pas une visite médicale pour vérifier l'aptitude à l'emploi de votre salarié, c'est que votre salarié ne soit pas apte et que vous n'en ayez pas vérifié la véracité. Dans le bâtiment, on a, comme vous le disiez, une importance à faire cette visite médicale, puisque normalement dans le circuit du process de recrutement, cette visite médicale peut être faite dans les 2 mois qui suivent l'embauche, c'est ce qu'on appelle une VIP, une visite d'information préalable avant que la personne rentre en poste. Mais dès qu'on est sur des secteurs à risque, eh bien dans ce cadre-là, il faut que la visite médicale soit faite avant l'embauche, ce qui est le cas bien souvent dans le bâtiment. D'accord. Donc la visite médicale dans le bâtiment, elle est renforcée, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle, oui, de la surveillance médicale renforcée, qui nécessite que cette visite médicale soit faite avant l'embauche, notamment quand on exerce sur des travaux à risque ou des métiers qui peuvent être en contact avec des matières dangereuses. D'accord. Alors, donc, merci pour ces informations. Donc, on va parler maintenant des cas particuliers dans le bâtiment. Donc, j'en connais 2 personnellement. Donc, l'apprentissage, donc avec des mineurs qui peuvent être amenés à travailler dans les boîtes de bâtiment. Et puis aussi, les entreprises de bâtiment recrutent de manière régulière des gens qui sont issus de l'immigration, qui ont des papiers, mais qui ne sont pas forcément de nationalité française ou qui n'ont pas de nationalité européenne. Comment ça se passe ? Alors effectivement, le bâtiment est un secteur où on retrouve beaucoup de mineurs qui peuvent être embauchés. Et là, il y a des particularités et des formalismes à respecter. Quand vous recrutez un mineur, ce mineur n'ayant pas la capacité juridique, il est nécessaire de demander l'autorisation auprès de son représentant légal, son papa, sa maman, et obtenir de la part de ce représentant légal un écrit qui autorisera le mineur à conclure un emploi. Si vous faites un contrat d'apprentissage, le contrat d'apprentissage sera signé de façon tripartite entre le mineur, l'employeur et le représentant légal. Il faudra également, si vous embauchez un mineur, et notamment dans le bâtiment, faire une demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail. Cette demande d'autorisation va porter sur le fait que le mineur va peut-être être amené à effectuer des travaux dangereux, et il faut encadrer et autoriser, avoir une autorisation sur les travaux dangereux qui peuvent être conduits par le mineur, notamment sur des travaux électriques, par exemple. D'accord. Donc très bien, donc on a vu pour un apprenti donc toutes les démarches à faire. Ça a l'air un peu compliqué quand même. Donc concernant les étrangers.
Concernant les étrangers, là aussi des démarches spécifiques à effectuer. Déjà, la première question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'un étranger au niveau du droit du travail. On distingue deux types d'étrangers en droit du travail. Les étrangers qui sont ressortissants de la communauté européenne et assimilés, type la Suisse, Monaco, l'Andorre, et les ressortissants dits non communautaires, pour qui il est nécessaire d'avoir une autorisation de travail. Donc, dans ce cadre-là, l'employeur qui va recruter un étranger va devoir en fait faire une demande d'autorisation préalable auprès d'un site mis à disposition en préfecture, qui est aujourd'hui obligatoirement dématérialisé et qui doit être fait au moins 2 jours avant l'embauche. Une fois ces démarches effectuées, l'employeur pourra savoir si effectivement le titre de séjour présenté par l'étranger est un titre de séjour reconnu et valable. Parfait. Je crois qu'on finit le recrutement en donnant une carte BTP, c'est ça? Exactement, c'est la particularité du bâtiment. Dans le bâtiment, et afin toujours de pouvoir lutter contre le travail dissimulé, le bâtiment a mis en place ce qu'on appelle une carte BTP. Cette carte BTP doit être prise au moment du recrutement et dès l'embauche. Et ce, quel que soit le type d'entreprise, que ce soit des entreprises qui soient établies en France ou des entreprises qui ont recours à des salariés détachés. On la demande où? On la demande auprès de la carte BTP et elle concerne également les entreprises de travail intérimaire. Et cette carte est payante. Elle doit être au prix de 10,80 € et elle concerne uniquement les métiers terrain, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à demander pour les salariés qui sont dans les bureaux. D'accord. Vous dites sur la carte BTP, donc c'est un site web, ça? C'est un site web tout à fait. On vous mettra le lien en ligne et elle doit être demandée au moment de l'embauche. Et si toutefois il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur, à l'issue du contrat à durée déterminée, doit rendre la carte BTP et doit potentiellement refaire une carte BTP lorsque le salarié va revenir travailler avec lui pour un prochain CDD. Il ne peut pas la conserver, il doit la rendre et faire une nouvelle carte BTP. C'est bien compliqué pour le bâtiment. Très bien, écoutez Florence, merci pour toutes ces réponses aux questions un peu compliquées. On se revoit dans quelques semaines pour parler des frais de déplacement et des frais de panier. C'est un sujet aussi assez complexe. Donc voilà, à bientôt les petits costauds pour une prochaine session. Merci.